Bonsoir, chers étudiants de la P2. Nous allons continuer avec notre cours d'anatomie cardiovasculaire et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble la vascularisation du membre inférieur. Alors, il s'agit de sujet d'une importance majeure dans la mesure où les veines des membres inférieurs, les artères des membres inférieurs peuvent être le siège de nombreuses pathologies, je dirais, difficiles à traiter du point de vue chirurgical, et notamment par rapport à leur complexité, par rapport aux comorbidités qui sont associées à celles-ci, et aussi sur des pathologies, quand elles ne sont pas traitées, peuvent devenir extrêmement graves. Je peux parler de l'ischémie critique des membres inférieurs due à des pathologies entraînant une occlusion des vaisseaux. Je veux parler aussi de la thrombophlébite et du syndrome post-thrombophlébétique. Autant de pathologies qui se caractérisent par leur gravité et leur complexité et qui nécessitent des approches chirurgicales qui elles-mêmes nécessitent une certaine compréhension approfondie, une compréhension approfondie de l'anatomie. Alors, pour mieux saisir les spécificités anatomiques de la vascularisation du membre inférieur, il faut tout d'abord remonter à l'aorte au niveau de L4, qui se divise en deux branches, les artères iliaques primitives, qui vont donner naissance aux artères iliaques internes et externes. Évidemment, l'artère iliaque externe va donner des branches viscérales, à savoir les artères glutéales, l'artère obturatrice, l'artère ischiatique, d'autres artères destinées aux organes, comme l'utérus, le vagin, la vessie, et les artères, je dirais, issues du tronc postérieur, comme l'artère iliolombaire, l'artère sacrée latérale, les artères glutéales supérieures, pils, les artères du tronc antérieur, issues du tronc antérieur, comme l'artère obturatrice, l'artère rectale moyenne, l'artère vésicale supérieure, l'artère utérine, l'artère du canal différentiel, l'artère vésicale inférieure, les artères glutéales inférieures, les artères, l'artère honteuse interne, et que l'on peut retenir à partir de la formule often my sexy underwear is inside pants. Alors, pour vous permettre de mieux saisir la continuité dans l'étude de la vascularisation, alors, je vous présente ici un schéma représentant la vascularisation et l'élimination des voies séminales et du testicular. Alors, ici, vous pouvez voir qu'il existe des branches issues de l'artère iliaque interne, l'artère spermatique, comme vous le savez déjà, naît directement de la aorte, et c'est cette combinaison qui fait la beauté complexe de la vascularisation. Il en est de même pour la vascularisation du pénis, l'artère honteuse interne, pudendale interne donne naissance à des vaisseaux qui vont irriguer le pénis. Et il existe aussi des bordures l'artère circonflexe. Et c'est toujours cette complexité que je vous demande d'approfondir. Il en est de même pour les vaisseaux irriguant l'utérus, le vagin, les ovaires et les troncs. Alors, l'artère iliaque externe fait suite à l'artère iliaque commune, dont elle poursuit la direction, cheminant en regard de la ligne arquée pour atteindre l'anneau fémoral. Alors, elle donne naissance à des collatérales, l'artère circonflexe iliaque profonde et l'artère épigastrique inférieure, qui vont évidemment vers
paroi de l'abdomen et les organes génitaux externes. L'artère fémorale constitue le premier segment de l'axe artériel du membre inférieur. L'artère principale de la cuisse, elle est située dans la partie antéro-médiale de celle-ci. Succède évidemment à l'artère iliaque externe au milieu de l'arcade fémorale, descend d'abord dans le trigone fémoral, puis dans le canal des adducteurs, et se termine au niveau du hiatus anneau du muscle grand adducteur, où elle devient artère obliquée. L'artère fémorale entretient des rapports. Évidemment, à l'origine, l'artère fémorale traverse la lagune vasculaire de l'anneau crural, qui est limitée par le bord antérieur de l'os coxal en arrière. Le ligament inguinal tendu de l'épine iliaque antéro-supérieur vers l'épine du pubis. En dedans, on trouve le ligament lagunaire. L'anneau crural est divisé par la bandelette iliopectinée en deux lagunes. La lagune musculaire contenant le muscle iliopsoas et le nerf fémoral, et la lagune vasculaire contenant l'artère, la veine fémorale et le ganglion de Cloquet. Les rapports dans la lagune vasculaire sont représentés par des rapports pariétaux. En avant, le ligament inguinal, la bandelette iliopectinée en dehors, le ligament lagunaire en dedans, le muscle pectiné en arrière, et dedans aussi. Les rapports vasculo-nerveux sont déterminés par le ganglion de Cloquet qui est ici, et la veine évidemment se trouve dedans de l'artère. Dehors, vous pouvez vérifier avec moi la lagune musculaire avec le muscle iliopsoas et le nerf. Le nerf fémoral, évidemment. Alors, l'artère fémorale va descendre au niveau du triangle scapa. Alors, pour comprendre les spécificités anatomiques, il faut d'abord comprendre que la région inguinocrurale est divisée en deux parties. En avant de l'articulation coxofémorale par le muscle sartorius. Alors, cette division détermine le trigone fémoral qui est limité par le muscle sartorius en dehors, en dedans par le muscle abducteur, et en haut le ligament inguinal, le plancher est formé par le muscle iliopsoas, pas vrai, et en avant le fascia crinisoris. Ici, ce sont des représentations pour vous montrer la photographie d'un être humain et son triangle de Scapa, les chefs musculaires et les rapports avec l'artère fémorale et la veine fémorale. Et ici, sur le cadavre, une représentation de la région du trigone de Scapa. Alors, dans le triangle de Scapa, fémoral détermine des rapports pariétaux qui sont constitués dans les limites du trigone, des rapports vasculo-nerveux, la veine fémorale et les ganglions lymphatiques. En dehors, le nerf fémoral et ses branches terminales. Évidemment, la veine fémorale et les ganglions lymphatiques en avant. Dans le canal des adducteurs, canal limité en avant par le vas médial, les muscles adducteurs en arrière, le fascia subsatorial en dedans, c'est-à-dire cette lame fibreuse tendue du vas médial au grand adducteur. Alors, dans ce canal, des rapports pariétaux d'abord et des rapports vasculo-nerveux, des rapports pariétaux avec les limites que nous venons de citer et les rapports vasculo-nerveux avec la veine fémorale en arrière et le nerf saphène en avant, représenté sur ce schéma. Alors, dans le hiatus du grand adducteur, limité par des faisceaux moyens et foliaires du grand adducteur, la veine fémorale est en arrière et en dehors, toujours de l'artère.
ici une représentation ancienne avec les schémas anciens que l'on utilisait de notre temps, ouais, pour vous montrer les rapports entre la veine et l'artère fémorale à l'intérieur du canal des abducteurs. Alors, l'artère fémorale émet des branches collatérales, l'artère circonflexe superficielle, ouais, les artères honteuses externes, supérieures et inférieures. Ces 4 branches vont traverser le fascia tubiformis et vasculariser la paroi abdominale et les organes génitaux. Alors, l'artère fémorale profonde et l'artère descendante du genou, celle-ci profonde, articulaire et superficielle, satellite du nerf saphène. Alors, l'artère fémorale profonde, c'est la branche la plus volumineuse des artères de la cuisse et qui prend origine à 4 cm au-dessous du ligament inguinal, hein, et qui descend en arrière de l'artère fémorale entre le long adducteur en avant, le court et le grand adducteur en arrière. Alors, elle se termine en perforant. Ces artères perforantes vont verser le muscle grand adducteur au-dessus du hiatus. Alors, l'artère fémorale profonde émet des branches collatérales, l'artère circonflexe médiale et postérieure, l'artère circonflexe latérale ou antérieure, visible sur ce schéma, les artères perforantes que vous pouvez visualiser également sur le schéma, première, deuxième et troisième perforante, et la dernière, la quatrième perforante, ouais, et la terminaison de l'artère fémorale profonde. Alors, arrivé au niveau du hiatus, du grand adducteur, l'artère fémorale fait place à l'artère poplitée en arrière du genou, à traverser la fosse poplitée d'abord, bon, en position oblique, en dehors, puis verticale. Et au niveau de l'arcade fibreuse du muscle solaire, elle va donner 2 branches, la tibiale antérieure et le tronc tibio-fibulaire. Alors, ces rapports sont d'abord pariétaux, avec en avant et en haut et de haut en bas, après la surface du muscle poplité, le plan fibreux postérieur de l'articulation du genou, le muscle poplité. En dedans, le semi-membraneux, le semi-tendineux, des muscles qui sont réclinés pour vous permettre d'avoir une bonne vue des vaisseaux poplités, le chef médial du gastro-kénien, le biceps fémoral et le gastro-kénien latéral, en arrière, évidemment, le fascia poplité. L'artère poplitée entretient des rapports vasculo-nerveux, évidemment, la veine poplitée accompagne l'artère de l'origine jusqu'à sa terminaison. La veine poplitée accompagne l'artère de l'origine jusqu'à la terminaison, postérolatéral, puis postérolatéral, puis en postérolatéral et postéromédial en dedans. Alors, la veine petite saphène va décrire le cross, qui n'est pas représenté ici, pour se déverser de la veine poplitée. Les nerfs sont représentés par les branches de division du nerf sciatique, ouais, le nerf tibial et le nerf fibulaire commun. Alors, vous regardez que le nerf tibial en arrière passe à la partie postérieure de la jambe, tandis que le nerf fibulaire commun va gagner la loge latérale de la jambe. Et on trouve aussi des ganglions lymphatiques qui ne sont pas représentés sur le schéma. Alors, l'artère poplitée donne des branches collatérales que nous pouvons identifier sur ce schéma: artère du muscle biceps fémoral, artère articulaire supéro-médiale, artère articulaire supéro-latérale, artère articulaire moyenne, artère articulaire inféromédiale, supéromédiale, inféromédiale, ouais, les artères inféro
inférolatéral, les artères articulaires inféromédiales. Alors, ces artères-là vont participer vaste et riche réseau artériel qui se trouve au niveau du genou. Alors, il existe aussi des branches musculaires destinées aux muscles ischio-jambiers, aux artères sur le gastrocnémien. Alors, ici, une vue de cette richesse en vaisseau du réseau vasculaire du genou qui joue un rôle important quand les vaisseaux sont obstrués. Il existe des collatérales pouvant prendre le relais. Alors, l'artère poplitée va donner naissance à deux artères. Un tronc tibio-fibulaire et l'artère tibiale antérieure. Alors, l'artère tibiale antérieure, c'est l'artère de la loge antérieure et latérale de la jambe, mais au niveau de l'arcade du muscle solaire, ici, c'est l'arcade du muscle solaire, succédant à l'artère poplitée. Elle se termine au niveau du dos du pied en donnant l'artère dorsale du pied. Évidemment, sous les muscles, sous le rétinaculum, les muscles extenseurs. Ça va soulever avec l'artère plantaire latérale. L'artère dorsale du pied, ça va soulever avec l'artère plantaire latérale que nous allons voir subséquemment. Alors, au niveau de la région postérieure de la jambe, l'artère tibiale antérieure, que vous pouvez regarder ici avec moi, est en rapport avec le muscle poplité. Elle est recouverte par le chef du solaire que nous avons sectionné, nous avons réséqué pour vous permettre de voir le vaisseau. Bah ouais. Alors, le nerf tibial croise l'artère en arrière et le vaisseau quitte la région au-dessus du bord supérieur de la membrane interosseuse. Alors, nous revoyons ici notre artère tibiale antérieure, bah ouais, profondément située quand elle traverse, bah ouais, la loge, je dirais, antérieure. En arrière se trouve la membrane interosseuse, bah ouais, membrane interosseuse. En dedans, le muscle tibial antérieur. En dehors, les longs extenseurs des orteils et de l'hallux. En avant, évidemment, le muscle tibial antérieur qui est recliné et le long extenseur des orteils. En bas, on trouve aussi le long extenseur de l'hallux. Alors, cette artère émet des branches collatérales. Pourquoi une vue antérieure et une vue postérieure? Parce que cette artère présente évidemment une portion postérieure, puis une traversée dans la région, de la loge antérieure. Ainsi, vous regardez les vaisseaux récurrentes, bah ouais, les vaisseaux récurrentes, les artères récurrentes, okay? Les artères, je dirais, qui représentent des rameaux musculaires, bah ouais, les rameaux musculaires, bah ouais, et aussi les branches terminales, représentées par l'artère malléolaire antérolatérale et l'artère malléolaire antéromédiale et l'artère dorsale du pied. Alors, trois branches terminales, l'artère malléolaire antérolatérale, l'artère malléolaire antéromédiale et l'artère dorsale du pied. Alors, le tronc tibiofibulaire, lui-même, naît de l'artère poplitée, c'est une bifurcation de l'artère poplitée, au niveau de l'arcade solaire. L'arcade solaire, ici représentée, descend, comme on dit, verticalement se termine, descend verticalement se termine à 5 cm au-dessous
de l'anneau du muscle solaire en deux branches, l'artère tibiale postérieure et l'artère fibulaire. Alors, je reprends. Ici, c'est l'artère poplitée au niveau de l'arcade solaire qui donne l'artère tibiale antérieure et ce tronc qui descend verticalement, ce tronc, et qui se divise à 5 cm au-dessous de l'anneau du muscle solaire en artère tibiale postérieure et en artère fibulaire. Alors, l'artère tibiale postérieure, c'est la branche terminale médiale de bifurcation du tronc tibiofibulaire destinée à la loge postérieure de la jambe. L'artère tibiale postérieure naît à 5 cm au-dessous de l'arcade solaire et tendineuse du muscle solaire et ce tronc, en se divisant, donne ces deux branches, je dirais, médiales. Alors, regardez ici sur le schéma avec moi, bah ouais, le tronc et l'artère fibulaire et l'artère tibiale postérieure que nous sommes en train de contempler. Alors, l'artère tibiale postérieure a un trajet vertical dans la rive postérieure de la jambe, appliqué sur le plan musculaire profond. Au regard de la région rétro-malléolaire, elle se fléchit en avant pour gagner le canal calcanéen. Ces branches collatérales sont constituées par des rameaux musculaires, l'artère nourricière, les rameaux musculaires, l'artère nourricière, ouais, et des branches. Ces branches, c'est-à-dire quand on parle de branches collatérales, d'abord du tronc tibio et du tronc tibiofibulaire, il s'agit de l'artère tibiale postérieure et de l'artère fibulaire qui elles-mêmes vont donner des branches terminales. Alors, ici, l'artère tibiale postérieure se termine au niveau de la partie postérieure du canal calcanéen en se bifurquant en artère tibiale médiale et artère plantaire latérale. L'artère tibiale postérieure dans la région postérieure de la jambe détermine des rapports. En avant, elle repose sur les muscles tibial postérieur et le long fléchisseur des orteils, ici représenté et numéroté, accompagné de deux veines satellites en arrière. Elle est recouverte par le muscle solaire et le fascia crural profond. Alors, l'artère tibiale postérieure, je vous demande de représenter, de réaliser vous-même ce schéma dans la région postérieure de la jambe, latéralement le muscle long fléchisseur de la luxe et le nerf tibial postérieur, médialement le muscle long fléchisseur des orteils qui constitue des rapports qu'entretient l'artère tibiale postérieure dans la région postérieure de la jambe. Alors, l'artère tibiale postérieure va se glisser dans la gouttière rétromalléolaire médiale. Alors, c'est ici que vous prenez le coup rétromalléolaire médial, le coup tibial postérieur. Et c'est ici que vous allez prendre ce coup, évidemment. Elle est superficielle, située à égale distance de la malléole. Et le tendon calcanéen, elle entretient des rapports en avant avec le tendon du muscle fléchisseur des orteils. En arrière, le nerf tibial postérieur, ici représenté, postérieur-latéral, le tendon du muscle fléchisseur de la luxe, ici représenté. Tous ces éléments sont recouverts par le rétinaculum des fléchisseurs, ici sectionné, pour que vous puissiez mieux comprendre. Il est accompagné dans son trajet de deux veines et de lymphatique. Aussi, le nerf tibial qui est présent. Alors, l'artère tibiale postérieure, l'artère fibulaire. L'artère fibulaire est une branche latérale de la bifurcation du tronc tibio-fibulaire, destinée aux loges postérieures et latérales de la jambe, née au-dessous de la canne tendineuse du muscle solaire, 5 cm au-dessous, emprunte un trajet vertical dans la loge postérieure jusqu'à l'extrémité de la fibula, la malléole latérale, où elle se divise en deux branches, le rameau calcanéen latéral et l'artère malléolaire postéro-latéral. Le rameau latéral et le rameau postéro-latéral.
Vous visualisez, pas vrai, ce vaisseau sur ce schéma et sa branche latérale et sa branche postéro-latérale. Alors, ces rapports sont constitués par des rapports, alors, il entretient des rapports avec l'ensemble musculo, elle entretient des rapports avec l'ensemble musculo-aponeurotique et des rapports vasculo-nerveux. On peut citer par exemple le muscle tibial postérieur, le muscle solaire, bah ouais, et comme rapport vasculo-nerveux, l'artère est accompagnée de ces deux veines satellites et évidemment du nerf tibial qui est médial à l'artère à son origine, puis devient satellite de l'artère tibiale postérieure. Quelles sont les branches collatérales, les rameaux musculaires évidemment, l'artère nourricière de la fibula, ici représentée, l'artère perforante fibulaire, le rameau anastomotique transversal ou rameau communicant, qui s'unit avec son homologue de l'artère tibiale postérieure de la région supramalléolaire, l'artère malléolaire postériolatérale qui s'anastomose en avant avec l'artère malléolaire antérolatérale, branche de l'artère dorsale du pied, et enfin un rameau calcanéen. Alors, je reprends pour vous l'artère nourricière, l'artère perforante, les rameaux musculaires. Alors, le rameau anastomotique ou rameau transversal, rameau communicant, qui s'unit avec son homologue de l'artère tibiale postérieure de la région supramalléolaire, l'artère malléolaire postérolatérale qui s'anastomose en avant avec l'artère malléolaire antérolatérale, branche de l'artère dorsale du pied. Évidemment, un rameau calcanéen. Alors, ces éléments anatomiques nous portent maintenant à rentrer dans la vascularisation du pied et à comprendre la complexité de cette vascularisation. Alors, le dos du pied est vascularisé par l'artère dorsale du pied. Notez que l'artère dorsale du pied est une branche de la tibiale antérieure. Bien comprendre. La plante du pied est irriguée par les artères plantaires médiales et latérales, branches de la tibiale postérieure. Ceci est fondamental pour comprendre beaucoup plus en profondeur la vascularisation du pied. Alors, la branche terminale de l'artère tibiale antérieure est représentée par l'artère dorsale du pied. Alors, cette artère dorsale qui naît du bord inférieur du rétinaculum, les extenseurs sur la face dorsale du pied, va cheminer ici jusqu'à la portion proximale du premier espace interosseux. Alors, il va entretenir des rapports avec le muscle extenseur de l'hallux, repose sur les os du tarse, latéralement avec les extenseurs des orteils et le co-extenseur de l'hallux, médialement le tendon du long extenseur de l'hallux, en avant le fascia dorsal et la peau. Il est accompagné du nerf fibulaire profond et de deux veines satellites. Alors, le nerf fibulaire profond loge médialement l'artère, vous pouvez le constater sur le schéma. Je vous demande, le tout est recouvert par le fascia dorsal du pied et la peau. Alors, je vous demande de bien vouloir bien comprendre et bien posséder ces rapports avec ces muscles qui sont numérotés et l'artère est en rouge, le nerf fibulaire profond est en jaune. Alors, les branches collatérales, cette artère a donné des branches collatérales. L'artère du sinus du tarse, les artères tarsiennes médiales. L'artère
arquée et l'artère latérale dorsale. Latérale dorsale, l'artère arquée, les artères métatarsiennes, et ici, l'artère du sinus du torse. Alors, l'artère arquée ou artère dorsale de la métatarse en arrière du premier espace interosseux donne trois artères, ouais, trois artères métatarsiennes dorsales. Alors, regardez les perforantes, on va en parler, on va parler des perforantes aussi. Okay? Et regardez que cette artère descend jusqu'ici. C'est l'artère dorsale métatarsienne du premier espace. Et les trois autres artères métatarsiennes. Ok, on y va. Les artères plantaires naissent de la région inframalléolaire, sont accompagnées des nerfs, ouais, et se divisent en artères plantaires. Elles sont issues, excusez-moi, de l'artère tibiale postérieure, divisée en artères plantaires médiales, artère plantaire latérale et médiale. Alors, l'artère plantaire médiale, vous voyez ici, va cheminer jusqu'au niveau du premier métatarsien pour se diviser en deux branches, l'artère digitale plantaire, médiale de l'hallux, et l'artère latérale qui va se s'opposer avec la première métatarsienne plantaire. Ça va s'opposer avec la première métatarsienne plantaire. Pour vous voir la première métatarsienne plantaire, il faut retourner. Il faut retourner ici pour voir l'artère dorsale métatarsienne. Ouais, ça vient. Et on voit ici l'artère métatarsienne plantaire. Alors, on continue toujours des branches collatérales destinées aux muscles, des rameaux cutanés, des rameaux articulaires, évidemment, des rameaux, une branche anastomotique, une branche anastomotique avec les trois premières artères métatarsiennes de l'artère plantaire latérale. Alors, l'artère plantaire latérale, que vous voyez ici, va cheminer en dehors, puis oblique en dehors jusqu'au niveau du cinquième métatarsien, puis transversal, puis en dehors et en dedans va croiser la base des métatarsiens et au niveau de l'extrémité postérieure du premier espace interosseux, ça s'associe avec l'artère dorsale du pied. Les branches collatérales, évidemment. Des rameaux musculaires, des rameaux articulaires, l'artère digitale du cinquième espace, l'artère digitale plantaire du cinquième orteil, des rameaux perforants, que vous pouvez visualiser ici, l'artère digitale, du cinquième orteil, des rameaux perforants individualisés ici, et les artères des quatre espaces interosseux en se divisant en deux artères digitales plantaires. Ça va s'opposer avec des dorsales par des perforants. Alors, pour comprendre l'ensemble musculo-vasculo-nerveux et osseux, il faut que tout soit placé dans, dans, un, dans un même creuset. Alors, c'est pour cette raison que je vous demande d'aller revoir l'ostéologie, la biologie, et que je vous ai fait cadeau du plexus lombaire, c'est-à-dire les schémas, et du plexus sacré. C'est là que je m'arrête pour ce cours et